Bienvenue dans Pensée Première, le podcast qui rassemble la tête et les pieds. Je suis John Perremans et aujourd'hui je vais te parler de ma rencontre avec ce qui deviendra la roue des 7 directions indigènes. Tu le sais à présent, ma démarche en créant ce podcast est de créer les conditions nécessaires pour que nous nous rassemblions autour d'une vision viable, reliée et coopérante du monde. Pour cela, je travaille chaque jour à rendre accessibles des notions bien souvent codifiées, colorées de culture, ou jusqu'ici censurées par notre esprit bien pensant. Aujourd'hui, avec la deuxième partie de ce 4e épisode, dédié à ma rencontre avec la roue des 7 directions indigènes, nous entrons dans une partie du récit qui va demander de la souplesse à ton esprit. Aussi, je t'invite à accueillir la suite de cet enregistrement comme tu le souhaites, ou comme tu le peux. Un récit d'une expérience initiatique, un conte, une histoire, un délire, une hallucination. Cela au fond m'importe peu, pourvu que tu puisses accueillir ce récit. C'était un jour important pour moi. La peur et l'impatience s'entremêlaient depuis que je savais qu'ils allaient rentrer. Ce matin-là, je suis arrivé au centre dans lequel j'avais mon cabinet, mais cette fois, ce n'était pas pour recevoir, mais pour être reçu. Me voilà devant sa porte, je frappe. Il ouvre et nous entrons alors dans cet instant qui va changer ma vie. Pour dire vrai, il serait plus juste que je parle de ces instants, car cette initiation a duré 18 heures. Un tatouage initiatique imprimé dans ma peau par un homme qui est de loin le sorcier le plus puissant qu'il m'ait été donné de rencontrer. Ce tatouage est né d'une conversation que nous avons eue tous les deux alors qu'entre nous était palpable une sorte de vieille amitié. Je me rappelle avoir dit ces mots. Je veux faire entrer les ancêtres. Je dois avouer aujourd'hui mon étonnement lorsque cette phrase a quitté ma bouche. Tout en l'ignorant moi-même, je sentais qu'il savait très bien de qui je parlais. J'étais sûr qu'il les connaissait. Son sourire en disait long et me laissait entendre qu'ils étaient de connivence. Nous nous sommes donc mis d'accord pour faire rentrer les ancêtres par le tatouage initiatique. Et vu le temps que nous y avons passé, ils devaient être nombreux. Ce rituel de passage a duré 3 fois 6 heures. La première fois dans sa pièce de tatouage, la deuxième sur la table de sa cuisine et la troisième dans son garage. Je me rappelle de ces moments inoubliables. La musique traditionnelle marquisienne fait encore trembler mes tympans. En réalité, la musique est certainement le souvenir le plus doux. Il me faut admettre que la douleur l'a bien souvent emporté sur les ukulélés. Il avait une petite phrase pour me soutenir. Il disait « Je ne peux pas descendre dans le puits avec toi ». Cela signifie qu'il ne peut pas se permettre de porter plus d'attention à ma douleur, que je n'exprimais pas d'ailleurs, car il était en communication avec les guides qui lui montraient le tatouage au fur et à mesure des coups d'aiguille. Il était en connexion avec le ciel, et moi, j'aurais voulu me cacher sous terre. Eh bien, c'est arrivé. Lors du 3e et dernier passage, dans le garage, porte ouverte sur la rue, la phase de remplissage a rempli sa fonction. Alors que cela faisait plus ou moins 3 heures que mon ami et bourreau remplissait mon dos de noir, faisant apparaître derrière moi un sombre truca, nom des sorciers marquisiens dont je recevais la lignée, l'initiation prit un sens inattendu. Du moins pour moi. La douleur et la capacité que j'avais développée à l'engloutir en moi ont ouvert un chemin qui m'était jusque-là inconnu. Je me suis senti décent alors que la main chaude de mon ami tirait ma peau pour nourrir les formes. J'ai glissé à l'intérieur de moi, dans une salle où je n'étais jamais allé. C'était un espace en cercle, clair, lumineux, dans lequel je pouvais sentir des présences. 7 points deviennent visibles, dont un m'appelle. Je réalise peu à peu que ce sont des coussins et qu'un seul est libre, celui qui m'attirait. Quelque chose en moi me dit de m'y asseoir. Je m'assois, comme si c'était ma place. Instantanément, les présences que je sentais autour de moi acceptèrent de prendre forme. Nous étions assis en cercle, nous étions 7, et j'étais assis sur le 4e coussin. 3 d'un côté, 3 de l'autre. Presque en face de moi, une femme habillée de blanc me regarde. Une pureté inhumaine émane d'elle,
Au contact de son regard, je sens en moi une sorte de présence-absence. Elle me fait sentir qu'elle est bien là, mais qu'elle ne pèse pas sur le monde. Elle est gracieuse. Ses mouvements sont lents. Je m'entends me dire que lorsqu'elle bouge, elle berce l'air. À côté d'elle, à sa gauche, un tout autre personnage, sombre et pourtant paraissant tout à fait hospitalier. Cette présence, je ne peux dire homme ou femme car je n'ai pas vu son visage, semble porter en elle toute la sorcellerie du monde. C'est comme s'il pouvait d'un seul petit geste déclencher une tempête, te libérer d'un mal ou encore devenir une panthère. En sa présence que je sentais s'adresser à moi, même si son visage était couvert, je percevais de la puissance, du calme et surtout une maîtrise incroyable des deux. À ma droite, donc assis côté gauche de cet être obscur, est installé un vieil homme dont le regard un peu moqueur en dit long sur tout ce qu'il sait. Je dis vieil homme, mais j'entends bien dans ces mots qu'ils ne conviennent pas pour exprimer l'âge, ou plutôt l'expérience, de cet homme dont la sagesse semble n'avoir aucune, sinon toutes les cultures. Habillé d'un simple tissu, assis dans son corps comme dans un vêtement parfait, je sens en sa proche compagnie que j'ignore bien plus de choses que je n'en sais. Mon attention est alors projetée à ma gauche, juste à côté de moi, un enfant pas comme les autres. De ce petit corps émerge une énergie incroyable. Vous savez cette force qu'ont les enfants à imaginer des mondes, à vivre dans le « on disait que ». Eh bien cet enfant à côté de moi a la capacité de me montrer ce qu'il voit. Dans sa manière de me regarder, je comprends qu'en lui cohabite un enfant et une divinité ou quelque chose qui y ressemble. Ce petit homme porte en lui une légende. Pas une simple histoire. J'ai le sentiment que ses ressources sont illimitées. La lumière qu'il m'adresse me parle sans voix, et mon esprit entend à quel point cet enfant est important. À ses côtés, avec un lien particulier qui les unit, me semble-t-il, un homme droit, à l'œil bien ouvert. Il tient dans sa main une lance qui ne me semble pas être utilisée comme une arme. Il est silencieux, concentré, à l'affût, mais pas forcément du danger. On dirait qu'il regarde ce que je ne vois pas. Ses chevilles, ses coudes, en fait, nombre de ses articulations sont habillées de bracelets de peau. Certains sont ornés de grelots. Je sens que cet homme est en mouvement, mais il est impassiblement assis. Quelque chose en lui danse autour de moi. Je le sens ici et là, mais il ne bouge pas. Si je croyais ce que me raconte mon esprit, je dirais qu'en fait, assis, ses yeux dans les miens, il se regarde danser. Apparaissant tout d'un coup, une lumière incroyable remplit le dôme dans lequel nous nous trouvons. Mon image de chacun s'éclaircit, comme s'il se montrait vraiment à moi. La 7e place est inondée de cette lumière. Je ne parviens pas à maintenir mon regard dans cette direction. La lumière s'adoucit, mes yeux se relâchent, et mon attention est appelée vers ce qui a été la source de cet éclat de lumière. Sur le dernier coussin, un être entièrement lumineux, bien sûr pas humain. Je ne peux percevoir qu'une forme plus ou moins humaine, mais sans visage, sans vêtements, que de la lumière. Il pourrait sembler difficile de regarder quelqu'un qui n'a pas Dieu, et pourtant nous nous regardons, je le sais. Encore une fois, notre échange eut lieu en dehors des mots. Il parlait dans ma tête, ou j'étais dans la sienne. En réalité, j'ai fini par comprendre que mon obsession à vouloir parler pour être en relation ne les concernait pas du tout. Il existe bien d'autres voies, dit la lumière. Il y a quelque chose du futur dans sa présence. Il existe bien d'autres voies, redit la lumière. Force est de constater que mes habitudes et mes certitudes n'ont aucune consistance dans cette salle, et qu'il existe bien d'autres voies. Lorsque ce premier tour de présentation s'est terminé, une autre voix, qui semblait venir de la salle elle-même, me présenta chacune des énergies en présence. Cette dame, pure, vêtue de blanc, est la Vierge, gardienne de l'accueil et de la fertilité. Garde-toi bien de l'oublier, car elle se montrerait alors telle que tu la laisses. Surgit alors de cet être gracieux un visage desséché, craquelé, gris, qui transpire la mort. Le message était bien passé. Je dois nourrir ma relation avec elle, sinon elle n'hésitera pas à me montrer le visage de l'abandon. Voici le sorcier, reprend la voix.
maître de la transformation. Sa magie réside dans ce que tu appelles émotion. Il a besoin de toutes tes ressources émotionnelles pour transformer ta vie. Ne garde rien. Cet homme, qui n'a pas d'âge, est le sage, celui qui transmet les mémoires du monde. Il ne parlera que si tu fais silence, et que tu cesses de valider les autres plus que tu ne te valides toi-même. Il est le gardien de la transmission et de l'ancestralité. Toi, tu es assis à la place de l'humain. C'est ta place. Si tu la quittes, tu te retrouves tout seul. À chaque instant, tu peux sortir par où tu es entré. Personne ne te retiendra. Mais dès que tu auras passé cette porte, plus aucun de tes interlocuteurs ne sera à tes côtés. Ainsi, tu es le gardien du dedans et du dehors. Ton choix, d'accepter notre présence ou de la refuser, est ta grande capacité. Lui, là, c'est l'enfant. Pas l'enfant que tu as été. Encore moins ce concept d'enfant intérieur dont les tiens se gargarisent, non. L'enfant originel, celui dont la mère est la terre et le père le ciel. Il doit toujours marcher devant toi, car il est le maître du changement et le gardien de la foi, deux capacités indispensables à ton initiation. À présent, voici le guerrier. Je suppose que tu l'as reconnu. Sa lance est un flambeau. Il éclaire toute situation car il voit les différents mondes. Sans lui, tu continueras à te battre horizontalement et à gaspiller tes forces. Il est le gardien de l'équilibre et le maître des perceptions. Et enfin, celle qui te permet aujourd'hui de voir ce que tes yeux regardent, la lumière, maîtresse du hasard, guide intemporel, porteuse de ta particularité. Rappelle-toi, lorsque tu avais 15 ans, vous vous êtes déjà rencontrés. Bienvenue, tu es ici chez toi. La voix s'est arrêtée sur ces mots. Tu es ici chez toi. Plusieurs dizaines d'années ont défilé dans mon esprit en une fraction de seconde. Et je me suis souvenu que depuis enfant, j'avais cette sensation d'être plusieurs à l'intérieur, ce qui m'a valu de me sentir un peu particulier jadis pris sens, et je me sentis bel et bien à la maison. Je te remercie pour ton attention. Si ces quelques mots ont fait sens pour toi, je t'invite à partager et à t'abonner au podcast Pensée Première. Dans le prochain épisode, je partagerai avec toi le conte et la voix de cette direction indigène.